Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La pluie martelait les grandes fenêtres du manoir d'Ashbourne, comme des poings furieux, chaque goutte résonnant dans la salle de bal où l'élite du Massachusetts s'était réunie pour le gala de charité annuel. Eliza Harper se déplaçait dans l'espace au pull avec une précision répétée, sa robe saphir ondulant alors qu'elle ajustait les arrangements floraux et vérifiait l'éclairage une dernière fois. Après 3 ans à organiser des événements mondains, elle savait que chaque détail comptait, surtout lorsqu'il s'agissait de Victor Langston. Elle ne l'avait pas encore vu ce soir, mais sa présence se faisait déjà sentir, comme une ombre planant sur l'événement. Les invités murmuraient son nom avec un mélange de révérence et de prudence, comme si parler trop fort pouvait le faire apparaître prématurément. Eliza connaissait ce sentiment, la tension électrique qui précédait l'arrivée de l'homme le plus craint et respecté du Massachusetts. L'odeur des roses blanches et du champagne français embaumait l'air, mais il y avait autre chose, une énergie fébrile qui faisait se dresser les poils sur ses bras. Elle ajustait le dernier candélabre en cristal lorsque le bruit de pas fermes sur le marbre italien trancha à travers la douce musique du quatuor à cordes. Mademoiselle Harper. La voix grave et maîtrisée la fit pivoter instantanément. Là se tenait Victor Langston, dans toute sa magnificence intimidante, vêtu d'un smoking noir qui semblait taillé sur mesure pour souligner chaque ligne de son corps athlétique. Ses yeux bleus foncés, froids comme de l'acier trempé, se fixèrent sur les siens avec une intensité qui fit battre son cœur malgré elle. « Monsieur Langston », répondit-elle, forçant sa voix à rester professionnelle tout en serrant son porte-document contre sa poitrine, « tout est exactement comme demandé. L'enchère commencera à 21h, et les canapés. Vous avez changé l'arrangement de la table principale. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation froide qui coupa ses mots en deux. Eliza sentit le sang affluer à ses joues. « Oui, je pensais que cela serait plus élégant avec. Je ne vous ai pas demandé ce que vous pensiez. » Il avança d'un pas, envahissant son espace personnel. L'eau de Cologne masculine, bois de cèdre, et quelque chose d'indéfinissablement dangereux, l'enveloppa comme un piège. « Je vous ai demandé pourquoi vous avez modifié mes instructions précises. » L'irritation grandit dans sa poitrine, comme une flamme alimentée par l'oxygène. Pendant 3 ans, elle avait enduré son arrogance, ses ordres cinglants, sa manière de traiter les gens comme des pions sur un échiquier, mais ce soir, sous la pression de l'événement le plus important de l'année et avec la tempête faisant écho à sa propre turbulence intérieure, quelque chose en elle céda. Parce que, dit-elle, laissant tomber le porte-document au sol avec un claquement qui fit tourner quelques invités proches dans leur direction, pour une fois dans votre vie privilégiée, Monsieur Langston, vous pourriez faire confiance à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le quatuor à cordes sembla baisser le volume, comme si la musique elle-même craignait d'interrompre l'instant. Les yeux de Victor se plissèrent dangereusement, et elle vit un muscle de sa mâchoire tressaillir. « Répétez ça, dit-il, sa voix basse mais chargée d'une menace voilée. » Eliza savait qu'elle aurait dû reculer, s'excuser, baisser la tête et reprendre sa place. Mais la frustration de ces années de manque de respect et de condescendance bouillonnait dans ses veines comme du vin chaud. « Vous m'avez parfaitement entendu. » Elle fit un pas en avant, éliminant complètement la distance entre eux. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, voir les petites gouttes de pluie qui scintillaient encore dans ses cheveux noirs. « Je ne suis pas votre employé personnel, Monsieur Langston. Je suis une professionnelle engagée pour faire un travail, et je sais le faire mieux que quiconque dans cette ville. » Ses yeux flamboyaient de quelque chose qui n'était pas seulement de la colère, c'était quelque chose de plus primitif, de plus dangereux. « Vous n'avez aucune idée à qui vous parlez. »« Si, je sais. » Sa main bougea avant que son esprit rationnel ne puisse l'arrêter, saisissant la ceinture en cuir italien qui serrait sa taille fine. Ce geste était si inattendu, si audacieux, qu'elle-même fut choquée pendant un instant. « Je parle à un homme qui se cache derrière l'argent et le pouvoir parce qu'il a peur d'être simplement humain. » Le monde sembla s'arrêter. Le bruit de la pluie, les conversations chuchotées, même sa propre respiration, tout disparut dans l'intensité de l'instant. Sa main restait fermement posée sur sa ceinture, ses doigts effleurant le tissu chaud de sa chemise, et elle pouvait sentir les muscles de son abdomen se contracter sous son toucher. Victor inspira brusquement, un son grave et guttural qui venait de quelque part au fond de sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent pendant une fraction de seconde, révélant une vulnérabilité qu'il tenta rapidement de masquer, mais il était trop tard. Elle l'avait vu, avait senti la façon dont son corps réagissait à son toucher, la manière dont ses défenses soigneusement construites se fissuraient comme de la glace sous le soleil. « Femme, murmura-t-il, sa voix basse et dangereuse, vous allez me mener tout droit au péché. » Les mots flottaient entre eux, à la fois une confession et une menace. Eliza sentit son propre corps réagir, son pouls s'accélérant, sa peau frémissant là où ses yeux la touchaient. C'était comme si un courant électrique s'était établi entre eux, brut et impossible à ignorer. Elle devrait lâcher la ceinture, s'éloigner,
se souvenir qu'ils étaient en public, que leur carrière était en jeu, que c'était exactement le genre de moment qui détruisait des vies soigneusement construites, mais elle ne pouvait pas bouger. Être, murmura-t-elle en retour, se surprenant elle-même par l'audace dans sa propre voix, que c'est exactement là où vous devez aller. Pendant un instant qui sembla une éternité, ils restèrent ainsi, reliés par un fil de tension si palpable que quiconque les observait pouvait le voir, puis, comme s'ils se souvenaient soudain où ils étaient, Victor recula, rompant le contact, mais ses yeux restèrent fixés sur elle, brûlant d'une intensité qui promettait que ce n'était pas fini. Cet événement se termine à minuit, dit-il, sa voix de nouveau contrôlée mais avec un courant sous-jacent de quelque chose de dangereux. Vous restez laisse. Nous avons des choses à régler. Ce n'était pas une requête. Et tandis qu'Elisa le regardait s'éloigner, se déplaçant à travers la foule comme un prédateur élégant, elle savait qu'elle avait franchi une ligne dont il n'y aurait pas de retour. La tempête dehors n'était rien comparée à celle qui venait de se déchaîner entre eux. Le gala se poursuivait autour d'eux, comme si rien ne s'était passé, mais Elisa sentait chaque fibre de son être vibrer avec le souvenir de ce contact. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle se baissa pour ramasser le porte-document qu'elle avait laissé tomber, et lorsqu'elle se redressa, Victor avait déjà disparu dans la foule de smokings et de robes de soirée, mais elle pouvait encore le sentir. C'était comme si une partie de lui s'était collée à sa peau, une mémoire physique qui la rendait consciente de chaque mouvement, de chaque respiration. L'écho de sa voix, « Vous allez me mener tout droit au péché », résonnait dans son esprit comme un mantra dangereux. « Elisa !» La voix douce de Clara la ramena à la réalité. « Tout va bien ? Tu as l'air différente. »« Je vais bien, » mentit Elisa, forçant un sourire professionnel tout en vérifiant sa liste. « L'enchère est-elle toujours dans les temps ?» Clara hocha la tête, mais ses yeux restaient inquiets. « Oui, mais es-tu sûr que ça va ? Je t'ai vu parler à M. Langston, et... » C'était juste le travail, coupa Elisa, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. La vérité était qu'elle n'avait aucune idée de comment qualifier ce qui s'était passé. Le travail n'était certainement pas le bon mot pour cette explosion de tensions sexuelles et de confrontations émotionnelles. Elle se força à se concentrer sur les 2 heures suivantes, vérifiant chaque détail de l'enchère caritative, s'assurant que les serveurs circulaient avec le champagne, et supervisant la présentation des objets. Mais à chaque coin qu'elle tournait, chaque ombre qui bougeait dans sa vision périphérique, elle s'attendait à le voir, et quand elle le vit enfin, son cœur s'arrêta presque. Victor était appuyé contre la balustrade de l'escalier principal, un verre de whisky single malt à la main au lieu du champagne que tout le monde buvait. Mais ce n'était pas la boisson qui la figea. C'étaient ses yeux, fixés sur elle avec une intensité laser qui la faisait se sentir à la fois disséquée et étudiée. Il ne s'approcha pas, ne dit pas un mot, il se contentait de regarder. Tout au long de la présentation de l'enchère, Elisa sentit ce regard brûlant dans son dos. Quand elle se tourna pour vérifier les offres, il était toujours là. Quand elle ajusta le micro de l'enchérisseur, ses yeux la suivaient encore, c'était comme être traqué par un prédateur élégant qui avait décidé de jouer avec sa proie avant de frapper. La tension était étouffante. Le prochain article, annonça l'enchérisseur d'une voix théâtrale, est une semaine sur un yacht privé dans les îles grecques, gracieusement offert par M. Victor Langston. Les applaudissements résonnèrent dans la salle de bal, mais Elisa les entendit à peine, car à ce moment-là, Victor commença à descendre l'escalier, chaque pas délibéré et prédateur. Ses yeux ne la quittèrent jamais. Et elle sentit sa bouche s'assécher alors qu'il s'approchait de la scène improvisée où elle se tenait. « Nous commençons à 50 000 $, continua l'enchérisseur, inconscient de la tension électrique qui grandissait entre les deux. « Avance-nous 50 ? 60 ?» Victor s'arrêta à seulement 3 mètres d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir la façon dont ses doigts serraient le verre en cristal, la manière dont sa mâchoire se crispait à chaque offre annoncée, mais il ne prêtait pas attention à l'enchère. Il étudiait chacune de ses réactions. Lorsqu'une femme blonde en robe rouge offrit 100 000 $, Elisa vit quelque chose s'assombrir dans les yeux de Victor. Lorsqu'un homme plus âgé contre-attaqua avec 120 000 $, ses sourcils se froncèrent presque imperceptiblement. C'était comme s'il lisait ses expressions comme un livre, cherchant, quoi ? 200 000 $. Cria une voix familière. Elisa se tourna, surprise, pour voir Ethan Caldwell, un jeune héritier qu'elle avait rencontré lors d'événements précédents, agitant la main avec enthousiasme. Il lui fit un clin d'œil avec un sourire suffisant, et elle sentit ses joues s'empourprer de gêne. C'est alors que cela se produisit. Un son grave, presque un grognement, s'échappa de la gorge de Victor, si bas que seule elle, dans leur proximité, pouvait l'entendre. Mais cela suffit à faire vibrer chaque terminaison nerveuse de son corps en alerte. Elle le regarda, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa le souffle, la jalousie, une jalousie pure, primitive et complètement irrationnelle brûlant dans ses profondeurs bleu foncé. 200 000 $ une fois, scandale enchérisseur. Tristonich dollars. La voix de Victor trancha l'air comme une lame, froide et définitive. Un murmure de surprise parcourut la foule.
Ethan Caldwell fronça les sourcils, clairement frustré d'être surenchéri si facilement. Mais Victor ne le regardait pas. Il regardait Elisa, et dans ses yeux, il y avait un message clair. À moi, l'arrogance aurait dû l'irriter, aurait dû la faire exploser à nouveau. Au lieu de cela, elle sentit une vague de chaleur liquide se répandre dans son ventre, une reconnaissance primitive qui l'effrayait par son intensité, 300 000 $ une fois, 2 fois, vendu à M. Langston. Les applaudissements éclatèrent à nouveau, mais Elisa les enregistra à peine car Victor avançait vers elle, et cette fois, il n'y avait pas de foule où se cacher, pas de protocole social pour la protéger, il s'arrêta si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, voir les petites lignes autour de ses yeux qui parlaient de nuits sans sommeil et de décisions difficiles. « Avez-vous quelque chose contre les voyages en mer » demanda-t-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Hé, quoi » Elisa cligna es yeux, confuse. L'expression sur votre visage quand Caldwell a fait son offre, expliqua-t-il, faisant un pas de plus. On aurait dit de l'inquiétude. Sa perspicacité la laissa sans voix. Il avait lu son expression de malaise face à l'attention d'Ethan comme s'il maîtrisait parfaitement ce langage. Ce n'était pas de l'inquiétude, murmura-t-elle, se forçant à maintenir le contact visuel. C'était juste du professionnalisme. Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Menteuse. Le mot flotta entre eux, à la fois une caresse et une accusation. Elisa sentit son pouls s'accélérer, sa respiration devenir superficielle. C'était comme s'il pouvait voir à travers toutes ses défenses, directement jusqu'à la partie d'elle qui avait répondu à sa jalousie avec une satisfaction perfide. « Monsieur Langston » commença-t-elle, essayant de reprendre un peu de contrôle sur la situation. « Victor » corrigea-t-il, sa voix ferme. « Après ce qui s'est passé il y a 2 heures, je pense qu'on peut laisser tomber les formalités. » Le rappel de ce moment, sa main sur sa ceinture, le son guttural qu'il avait émis, la manière dont le monde s'était arrêté, lui fit fléchir les genoux. « C'était une erreur » murmura-t-elle. « Vraiment ?» Il leva la main, et pendant un instant, elle crut qu'il allait la toucher. Au lieu de cela, ses doigts planèrent à quelques millimètres de sa joue, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de sa peau, parce que de mon point de vue, ça semblait être la chose la plus honnête qui se soit passée dans cette salle ce soir. L'honnêteté de cette déclaration la frappa comme un coup à l'estomac. Parce qu'il avait raison. Au milieu de toute la fausseté polie et des sourires calculés de la haute société, ce moment de fureur brute et de désir avait été brutalement réel. Elisa, sa voix était presque un murmure maintenant, et le son de son nom sur ses lèvres fit se contracter quelque chose au fond de son ventre. Vous savez que vous ne pouvez pas prétendre que ça n'a pas eu lieu. Elle voulait discuter, voulait retrouver sa colère précédente et l'utiliser comme une armure. Mais tout ce qu'elle pouvait ressentir était son intensité magnétique qui l'attirait plus près, comme une force gravitationnelle qu'elle ne pouvait pas résister. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise, » admit-elle, détestant la vulnérabilité dans sa voix, « je ne veux pas que vous disiez quoi que ce soit. » Ses yeux tombèrent sur ses lèvres pendant une fraction de seconde avant de revenir aux siens. « Passing-cole. » Le poids des mots non dits flottait entre eux. Promesse dangereuse, menace séduisante, la certitude que ce n'était que le début. Puis, comme si un sortilège s'était rompu, Victor recula. « Minuit, Elisa, » dit-il, retrouvant son masque de contrôle froid. « Ne m'obligez pas à venir vous chercher. » Et sur ces mots, il s'éloigna, la laissant debout au milieu de la salle de bal avec un cœur battant irrégulièrement et la terrible certitude que, quoi qu'il arrive à minuit, rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil. Minuit arriva comme une sentence. Elisa regarda les derniers invités dire leurs adieux. Leur rire résonnant dans les couloirs de marbre alors qu'ils étaient escortés vers leur voiture de luxe. La pluie s'était réduite à une bruine persistante, mais des nuages sombres dominaient encore le ciel, bloquant toute trace de lune ou d'étoile. Elle aurait dû partir avec eux, trouver une excuse, attraper son sac et courir vers la sécurité de son petit appartement à Cambridge. Au lieu de cela, elle se retrouva debout à l'entrée de la salle de bal vide, les mains nerveusement serrées devant elle, attendant. « Je pensais que vous auriez pu vous enfuir. » La voix venait des ombres près de l'escalier principal. Victor émergea de l'obscurité, comme une apparition élégante, ayant troqué son smoking formel pour une chemise blanche avec les 2 premiers boutons défaits et un pantalon sombre taillé sur mesure. Sans cravate, sans veste, il semblait moins un homme d'affaires intimidant et plus humain, dangereusement humain. « Je pourrais encore, » répondit Elisa, relevant le menton en signe de défi, même si sa voix trahissait un léger tremblement. « Vous pourriez. » Il commença à descendre les marches lentement, chaque mouvement calculé. « Mais vous ne le ferez pas. » La certitude dans sa voix l'irritait et l'excitait à parts égales. « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Victor s'arrêta au bas de l'escalier, maintenant une distance respectueuse mais chargée de tension. « Parce que vous êtes comme moi. Elisa. Vous ne pouvez pas laisser les choses inachevées. » C'était une évaluation inconfortablement précise. Elle avait toujours été obsédée par l'idée de compléter les projets, de résoudre les problèmes,
de ne pas laisser de bouse en suspens, c'était l'une des raisons pour lesquelles elle était si bonne dans son travail. Mais il y avait quelque chose de plus dans cette situation. Une curiosité dangereuse à propos de ce qui grandissait entre eux. « Que voulez-vous de moi » demanda TL directement. « De l'honnêteté » répondit-il sans hésiter. « Quelque chose que je trouve rarement dans ce monde. Et vous pensez que je peux vous donner ça ?» Ses yeux se plissèrent légèrement. « L'étudiant, vous l'avez déjà fait. Quand vous m'avez confronté ce soir, quand vous n'avez pas plié comme tout le monde le fait, quand vous avez saisi ma ceinture comme si vous aviez tous les droits de me toucher, le rappel fit rougir ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. C'était un moment de faiblesse. C'était un moment de force. Il fit un pas en avant. Et je veux comprendre pourquoi. L'intensité dans sa voix la fit déglutir difficilement. Il y avait quelque chose de plus derrière ces mots, une vulnérabilité soigneusement cachée qu'elle ne s'attendait pas à trouver chez un homme comme Victor Langston. « Vous ne me connaissez pas » dit-elle doucement. « Non, admettez. Mais je veux. » Le silence s'étira entre eux, rempli seulement par le bruit lointain de la pluie contre les fenêtres. Elisa regarda autour d'elle la salle de bal vide avec ses colonnes imposantes et ses fresques élaborées, et soudain elle se sentit très petite dans cet espace grandiose. « Pourquoi ici » demanda-t-elle. « Pourquoi ne pas simplement me renvoyer et en finir ?» Quelque chose de sombre passa dans ses yeux. « Parce que je ne peux pas. » L'admission brute la surprit. Il y avait une honnêteté brutale dans ces trois mots qui démantela certaines de ses défenses. « Victor, venez avec moi » dit-il soudain, lui tendant la main. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Elisa regarda la main tendue comme si c'était un serpent venimeux. L'accepter serait franchir une autre ligne, une décision de plus qui l'entraînerait plus profondément dans un territoire inconnu. « Où » ? Le vrai manoir, dit-il. Ceci n'est que l'aile des événements. Ma maison est à 1 mille d'ici. L'idée d'être seule avec lui dans sa maison privée fit accélérer son pouls pour des raisons qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Probablement pas, admit-il, mais sa main resta tendue. Faites-le quand même. C'était un ordre déguisé en requête. Et ils le savaient tous les deux. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité soigneusement contenue, qui la fit avancer et accepter sa main. Le contact fut électrique. Ses doigts se refermèrent autour des siens avec une fermeté possessive qui envoya des vagues de chaleur dans son bras. Pendant un instant, ils restèrent là, explorant la sensation de la peau contre la peau sans la barrière des gants ou la chaleur du moment précédent. « Allons-y » dit-il, sa voix légèrement rauque. Ils sortirent par une porte latérale du manoir vers un garage chauffé, où une impressionnante collection de voitures était disposée comme des œuvres d'art. Victor la guida vers une Aston Martin noire qui semblait tout droit sortie d'un film de James Bond. Le trajet fut court mais intense. Elisa était hyper consciente de tout. La manière dont les mains de Victor bougeaient sur le volant, l'eau de Cologne masculine qui emplissait l'espace confiné, le son de sa respiration dans le silence chargé, aucun ne parla, mais la tension était si épaisse qu'elle aurait pu la couper au couteau. Lorsqu'ils passèrent les grilles en fer forgé et remontèrent une route sinueuse bordée de chênes centenaires, Elisa sentit son cœur battre encore plus vite. Au loin, un manoir de style géorgien s'élevait contre le ciel orageux, ses fenêtres illuminées, ressemblant à des yeux dorés dans l'obscurité. « Salem » dit-il quand elle le regarda avec interrogation. « C'est techniquement ma maison depuis 10 ans, mais… » Ses doigts se crispèrent sur le volant. « Je n'ai jamais amené personne ici auparavant. » L'admission la frappa, comme un coup. Personne ? Personne qui comptait. Il arrêta la voiture dans l'allée circulaire en granit et sortit pour lui ouvrir la portière avec une courtoisie de gentleman. Mais lorsqu'il lui tendit la main pour l'aider à sortir, elle hésita. « Des doutes » demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. « Beaucoup, admit-elle. »« Bien, » dit-il, la surprenant. « Ça signifie que vous comprenez que ce n'est pas un jeu. » Elle accepta sa main et le laissa l'aider à sortir de la voiture. Le manoir était encore plus impressionnant de près, 3 étages de calcaire avec des fenêtres en arc et du lierre grimpant sur les murs latéraux. C'était magnifique, imposant, et complètement intimidant. « C'est splendide, » dit-elle sincèrement. « C'est une prison dorée, » répondit-il, sa voix chargée d'une amertume qu'elle ne s'attendait pas à entendre. « Construit par mon grand-père pour impressionner des gens qu'il méprisait, hérité par mon père, qui n'a jamais eu le temps de l'apprécier, et maintenant le mien pour y exister. » Il y avait une profonde mélancolie dans ces mots qui fit se contracter quelque chose dans sa poitrine. « Vous en parlez comme si c'était une sentence. N'est-ce pas ?» Il la guida sur les marches de marbre jusqu'aux doubles portes en chêne. 6000 pieds carrés d'élégante solitude. Lorsque les portes s'ouvrirent, Elisa comprit ce qu'il voulait dire. Le hall d'entrée était stupéfiant, un plafond voûté avec une fresque élaborée, un escalier courbe en acajou qui se divisait en 2 directions, des lustres en cristal qui créaient des prismes de lumière dorée, mais il y avait quelque chose de froid dans tout cela, un manque de chaleur personnelle qui donnait à l'espace l'impression d'être plus un musée qu'une maison. « Combien de personnes vivent d'ici » demanda-t-elle alors qu'il traversait le couloir principal. « En dehors de moi,
3 employés domestiques qui viennent pendant la journée, un jardinier qui vit sur la propriété, et mon chauffeur personnel. Il s'arrêta devant des doubles portes en bois sombre. Mais la nuit, quand ils partent, je suis seul. Complètement. Le mot seul résonna dans le couloir vide comme une confession. Elisa le regarda, vraiment, et vit au-delà du masque de contrôle et de pouvoir. Elle vit un homme qui avait construit des murs si hauts autour de lui qu'il ne pouvait plus voir par-dessus. « Pourquoi m'avez-vous amené ici, Victor » demanda-t-elle doucement. Il ouvrit les portes de la bibliothèque. Une pièce magnifique avec des étagères de livres du sol au plafond, une cheminée crépitante, et des fauteuils en cuir qui semblaient avoir des décennies d'histoire à raconter, mais c'est vers les grandes fenêtres qu'il se dirigea, regardant dans l'obscurité au-delà du verre. Parce que, dit-il enfin, sa voix si basse qu'elle dut s'approcher pour entendre, pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a touché, et j'ai ressenti quelque chose. L'honnêteté brutale de la confession lui coupa le souffle. Elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la manière dont ses mains se serraient en poing derrière son dos. Cela lui coûtait quelque chose d'admettre cela. « Et ça vous fait peur » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Ça me terrifie » admit-il, se tournant pour lui faire face, parce que la dernière personne qui m'a fait ressentir quelque chose, il ne termina pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Elisa pouvait voir la vieille douleur dans ses yeux, la cicatrice émotionnelle qui n'avait pas encore complètement guéri. « Qu'a-t-elle fait » demanda Elisa, bien qu'une partie d'elle ne voulait pas connaître la réponse. Le sourire qu'il lui adressa était amer comme de la quinine. Elle m'a montré que faire confiance est le moyen le plus rapide de se détruire. Et à cet instant, debout dans la bibliothèque élégante et froide de Victor Langston, Elisa comprit enfin qu'elle ne jouait pas seulement avec le feu, elle jouait avec un homme qui avait déjà été brûlé auparavant et qui était désespérément terrifié à l'idée de l'être à nouveau. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, créant des ombres dansantes sur les murs de la bibliothèque. Elisa resta où elle était, absorbant la confession de Victor, ressentant le poids des mots non dits qui flottaient entre eux comme une épaisse fumée. La douleur dans ses yeux était palpable, une vieille blessure qui saignait encore lorsqu'on la touchait. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire » dit-elle doucement, bien que chaque fibre de son être voulait comprendre ce qui avait façonné cet homme complexe devant elle. « Non » acquiesça-t-il, s'éloignant de la fenêtre pour approcher de l'étagère. Ses doigts suivirent les dos en cuir comme s'il cherchait une réponse dans les pages jaunies. « Mais être que je veux le faire. » L'admission l'a surpris. Il y avait quelque chose de vulnérable dans la manière dont il le dit, comme si l'idée même de vouloir partager quelque chose de personnel lui était étrangère. Elle s'appelait Isabella, commença-t-il, sa voix contrôlée mais chargée d'une tension sous-jacente. Nous nous sommes rencontrés à Yale. Elle étudiait le droit international. J'étais dans le programme de MBA. Elle était brillante, belle, ambitieuse d'une manière que je respectais. Elisa s'assit dans l'un des fauteuils en cuir, réalisant que ce serait une histoire longue et douloureuse. La cheminée réchauffait son côté gauche, mais elle ressentait encore un froid étrange se répandre dans sa poitrine. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans. Je pensais. Il s'arrêta, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Je pensais que nous étions égaux, deux prédateurs au même niveau, construisant un empire ensemble. Que s'est-il passé? Victor prit une bouteille de whisky sur une table d'appoint et versa 2 verres, lui en offrant un. Elisa l'accepta, notant comment ses doigts tremblaient presque imperceptiblement. J'ai découvert qu'elle vendait des informations sur mon entreprise à mes concurrents, dit-il, prenant une gorgée généreuse. Pendant 2 années entières, chaque stratégie que je partageais avec elle, chaque mouvement que je planifiais, chaque vulnérabilité que je montrais, elle les monétisait tous. Le choc dut se lire sur le visage d'Elisa, car il sourit amèrement. La partie la plus pathétique? Elle n'avait même pas besoin de l'argent. Son père possédait la moitié des banques en Autriche. Elle l'a fait parce qu'elle pouvait, parce que c'était excitant. Parce que j'étais assez stupide pour lui faire confiance. Victor, commença Elisa, mas eu levo la main. La pire partie n'était pas la trahison financière. C'étaient les enregistrements. Les enregistrements? Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il rassemblait le courage de continuer. Des moments intimes, des conversations privées où j'admettais des peurs, des insécurités. Elle a tout enregistré et a menacé de les rendre publics si j'essayais de la poursuivre en justice. L'horreur de la situation la frappa comme un coup à l'estomac. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une violation complète de tout ce qui est sacré entre 2 personnes qui s'aiment supposément. Mon Dieu! Mon moraté elle est. C'était il y a 5 ans, continua-t-il, s'approchant de la cheminée comme s'il avait besoin de la chaleur pour continuer. Depuis, je n'ai fait confiance à personne de cette manière. Je n'ai laissé personne s'approcher assez pour avoir ce genre de pouvoir sur moi. Elisa comprit maintenant la froideur qui émanait de lui, la manière dont il gardait tout le monde à distance. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de l'autopréservation. C'est pourquoi vous êtes si contrôlant, dit-elle, comprenant enfin. Pourquoi chaque détail doit être exactement comme vous le spécifiez.
Le contrôle et la sécurité, confirma-t-il. Si je contrôle toutes les variables, personne ne peut me surprendre à nouveau. Mais ça doit être épuisant, observa-t-elle, se levant du fauteuil, vivre toujours sur ses gardes, toujours suspecter les motifs de chacun, Chalest. Admit-il. Il la regarda approcher, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qui est différent ce soir? Vous. Le mot sortit comme une confession arrachée par la force. Vous n'avez pas plié quand j'ai essayé de vous intimider. Vous n'étiez pas impressionné par mon argent ou mon pouvoir. Et quand vous m'avez touché. Il ne termina pas, mais il n'en avait pas besoin. Elisa se souvenait vivement du moment, de la manière dont il avait réagi comme si son toucher avait brisé quelque chose en lui. Quand vous m'avez touché, continua T-il, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quelque chose de réel. Ils étaient plus proches maintenant, l'espace entre eux chargé d'une tension électrique qui rendait l'air plus épais. Elisa pouvait voir les petites lignes autour de ses yeux, la manière dont sa respiration devenait plus superficielle. « Et ça vous fait peur ?» dit-elle, faisant écho à ses mots précédents. « Ça me terrifie » répéta-t-il, sa voix plus rauque. « Parce que je veux vous faire confiance, et vouloir quelque chose aussi intensément est dangereux. »« Fatal » corrigea-t-il. Elisa sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans la manière dont il la regardait, comme si elle était une énigme qu'il était désespéré de résoudre. Sans réfléchir, elle fit un pas en avant, réduisant encore plus la distance entre eux. « Peut être, dit-elle doucement, que toutes les vulnérabilités ne sont pas des faiblesses, facile à dire quand vous n'avez pas été trahi par quelqu'un qui était censé vous aimer. » L'amertume dans sa voix la fit s'arrêter. Elle pouvait voir la douleur, encore fraîche dans ses yeux, la manière dont il luttait entre le désir de se rapprocher et le besoin de se protéger. « Vous avez raison. » admit-elle. « Je ne peux pas comprendre pleinement ce que vous avez traversé. Mais je peux comprendre la solitude. » Quelque chose changea dans son expression. « Comment ça ?» Elisa hésita, réalisant qu'elle était sur le point de partager quelque chose qu'elle admettait rarement à elle-même. « Mes parents sont morts quand j'avais 6 ans. Accident de voiture. Depuis, Elle déglutit difficilement. J'ai construit toute ma vie autour de l'idée de n'avoir besoin de personne, d'être autosuffisante. Et ça a marché, pendant un temps. Jusqu'à ce soir, quand j'ai réalisé que être toujours seul n'est pas une protection. Être que c'est juste un autre type de prison. » Le silence qui suivit fut chargé d'une compréhension mutuelle, deux survivants reconnaissant les cicatrices de l'autre. « Elisa, dit Victor, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Quand vous avez saisi ma ceinture ce soir, l'avez-vous ressenti aussi? Cette connexion? » Elle pouvait mentir, devrait probablement mentir, mais quelque chose dans sa vulnérabilité exigeait l'honnêteté. « Oui, murmura-t-elle. » Il fit un pas en avant, et soudain ils étaient si proches qu'elle pouvait voir les petites cicatrices d'acné adolescente que même les meilleurs soins pour hommes n'avaient pas pu complètement effacer. C'était un détail si humain, si réel, que quelque chose fondit en elle. « Et maintenant ?» demanda-t-il, levant la main pour presque toucher son visage, « que ressentez-vous maintenant ?» De la peur, admit-elle. Et de l'excitation. Et quelque chose que je ne peux pas nommer. Je connais le nom pour ça, dit-il, ses doigts faisant enfin contact avec sa joue. Le toucher était si léger qu'il enregistrait à peine, mais il envoya des vagues de chaleur à travers tout son corps. C'est du désir. Le mot flotta entre eux comme une confession dangereuse. Elisa sentit ses genoux fléchir, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Victor, comienza-t elle. » Chut, murmura-t-il, son pouce traçant la ligne de sa pommette. Ne dis rien qu'on pourrait regretter plus tard. Mais il était trop tard pour reculer. Sa main sur son visage, l'intensité dans ses yeux, la manière dont tout son corps semblait vibrer d'une énergie qu'elle ne pouvait contrôler, tout cela l'attirait vers une ligne qu'elle n'était pas sûre de vouloir franchir, et puis, comme si le destin avait décidé pour eux, leurs pieds s'emmêlèrent dans un tapis persan antique. Elisa commença à tomber en arrière, ses mains s'élevant automatiquement pour se stabiliser. Mais au lieu de trouver l'air vide, elle trouva le corps solide de Victor alors qu'il se déplaçait instinctivement pour la rattraper. Ses bras se refermèrent autour de sa taille, l'attirant contre sa poitrine pour empêcher la chute. Pendant un instant qui sembla suspendu dans le temps, ils restèrent ainsi, elle penchée en arrière, lui courbé sur elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Le toucher n'était pas accidentel cette fois. Il était nécessaire, urgent, et complètement intentionnel quand aucun ne fit un geste pour s'éloigner. « Elisa, dit-il, sa voix épaisse de désir. « Je sais, murmura-t-elle en retour, car il n'y avait pas de mots pour ce qui se passait entre eux. Lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde, il la redressa, mais ses mains restèrent sur sa taille, ses pouces traçant de petits cercles à travers le tissu de sa robe. C'était un toucher innocent, mais qui brûlait comme un feu liquide. Elisa sentit sa respiration devenir irrégulière, sentit une faiblesse se répandre dans son corps qui n'avait rien à voir avec la presque chute.
On devrait arrêter, dit-elle. Mais ses propres mains avaient trouvé leur chemin jusqu'à sa poitrine, ses doigts s'étendant sur le tissu de la chemise où elle pouvait sentir la chaleur de sa peau et le battement accéléré de son cœur. On devrait, acquiesça-t-il. Mais au lieu de s'éloigner, il se pencha plus près jusqu'à ce que son front touche le sien. Et à cet instant, avec son souffle se mêlant au sien et le monde réduit au minuscule espace entre leurs corps, Elisa savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ils avaient franchi la ligne, et il n'y avait aucun moyen de prétendre que cela n'avait pas eu lieu. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit au manoir, 3 jours de silence assourdissant qui pesait sur Elisa comme un nuage d'orage prêt à éclater. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Victor depuis qu'il l'avait raccompagnée à sa voiture ce matin-là, et son absence était aussi palpable que sa présence l'avait été. Maintenant, debout devant le miroir de sa chambre, ajustant la robe bleu marine qu'elle avait choisie pour le dîner de gala au Ritz-Carlton à Boston, Elisa essayait de se convaincre qu'elle ne s'habillait pas pour l'impressionner. Mais la vérité était que chaque choix, de la couleur du rouge à lèvres au parfum subtil, avait été fait en pensant à la possibilité de le voir, car bien sûr, il serait là. Victor Langston ne manquait jamais les événements où sa présence pouvait influencer les affaires ou renforcer les connexions politiques. Et elle, eh bien, elle avait accepté l'invitation d'Ethan Caldwell avant cette nuit au manoir, quand ses priorités avaient encore du sens. La salle de bal du Ritz était remplie de l'élite de Boston, une mer de smokings impeccables et de robes de haute couture qui coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Elisa entra au bras d'Ethan, qui ne pouvait cacher sa fierté d'être accompagnée d'une femme qui faisait tourner plusieurs têtes. « Tu es magnifique ce soir », murmura Ethan à son oreille alors qu'ils se dirigeaient vers leur table. « Tous les hommes ici m'en viennent. » Elisa sourit poliment, mais ses yeux scrutaient déjà la salle de bal, cherchant une silhouette spécifique parmi la foule. Quand elle le trouva enfin, son cœur s'arrêta presque. Victor était appuyé contre le bar, un verre de whisky à la main, discutant avec 2 hommes qu'elle reconnut comme des sénateurs. Mais ce n'étaient pas les politiciens qui captivaient son attention. C'était la manière dont il semblait totalement à l'aise, comme s'il possédait cet espace et que tout le monde était simplement un invité dans son domaine. Et puis leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle de bal. L'impact fut physique. Elisa sentit comme si l'air avait été aspiré de ses poumons, comme si tout le monde avait disparu et qu'il ne restait que d'eux. Victor ne sourit pas, ne fit pas de signe, ne changea même pas d'expression, mais quelque chose de sombre et dangereux passa dans ses yeux avant qu'il ne détourne délibérément le regard. Revenant à sa conversation, le message était clair: tu as choisi d'être ici avec un autre homme. Maintenant, assume les conséquences. Elisa, ça va? La voix inquiète d'Ethan la ramena au moment présent. Je vais bien, mentit-elle, forçant un sourire éclatant, j'admire juste la décoration. Mais tout au long du dîner, elle était hyper consciente de Victor. Il s'était assis 3 tables devant, accompagné d'une femme brune époustouflante dans une robe rouge qui semblait peinte sur son corps. Chaque fois qu'Elisa regardait dans sa direction, il accordait toute son attention à sa compagne, riant à ses blagues, se penchant pour entendre ses chuchotements, et chaque fois que cela se produisait, quelque chose d'acide et désagréable grandissait dans l'estomac d'Elisa, la jalousie, une jalousie pure et irrationnelle qu'elle n'avait aucun droit de ressentir. Qu'en penses-tu, Elisa? Elle cligna des yeux, réalisant qu'Ethan avait posé une question qu'elle n'avait pas entendue. Désolé, quoi? Je disais qu'on pourrait être passé un week-end à Cape Cod. Ma famille a une maison là, bas, et quelle charmante idée, dit-elle automatiquement. Mais son attention s'était déjà égarée à nouveau car Victor se levait, tendant la main à sa compagne, ils se dirigèrent vers la piste de danse, où un orchestre jouait une valse lente et romantique. Elisa regarda alors qu'il glissait un bras autour de la taille de la femme et l'attirait plus près. Il dansait comme il faisait tout, avec un contrôle absolu et une grâce prédatrice. Mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il tenait la femme brune, trop poli, trop distant, comme s'il suivait les mouvements sans vraiment être présent. « Voudrais-tu danser » demanda Ethan, suivant son regard. « Oui » répondit Elisa, une idée dangereuse se formant dans son esprit. « J'adorerais. » Sur la piste de danse, Ethan la tenait respectueusement, maintenant une distance appropriée alors qu'il se déplaçait au rythme de la musique. C'était agréable, confortable, complètement sûr, et complètement ennuyeux, surtout quand elle pouvait voir Victor à quelques mètres seulement, son profil aristocratique, mis en valeur par les lumières douces des lustres. C'était comme si un champ magnétique invisible l'attirait vers lui. « Ethan, dit-elle soudain, ça t'ennuierait si j'étais un peu plus audacieuse ?» Il la regarda avec surprise et une touche d'espoir. « Qu'as-tu en tête ?» Au lieu de répondre, Elisa se rapprocha, pressant son corps contre le sien d'une manière qui frôlait la limite de ce qui était approprié pour une piste de danse publique. Elle laissa ses mains glisser le long de son dos, inclinant la tête pour que ses lèvres effleurent presque son cou. Pas parce qu'elle voulait Ethan, mais parce qu'elle savait que Victor regardait, et il regardait. Elle pouvait sentir ses yeux sur elle comme une caresse physique,
pouvait voir sa mâchoire se crisper quand elle sourit de manière séductrice à Ethan et laissa ses doigts jouer avec les cheveux à la base de sa nuque. Deux pouvaient jouer au jeu de la provocation. La musique changea pour quelque chose de plus lent, plus sensuel, et Elisa saisit l'occasion pour intensifier sa performance. Elle laissa ses mains explorer les épaules d'Ethan, mordit légèrement sa lèvre inférieure tout en le regardant à travers ses cils, rit d'une manière qu'elle savait captivante. Ethan était clairement enchanté par l'attention, l'attirant encore plus près et murmurant quelque chose qu'elle prétendit trouver hilarant. Mais tous ses sens étaient tournés vers Victor, qui avait complètement cessé de bouger et se contentait maintenant de tenir sa partenaire en place, ses yeux fixés sur Elisa avec une intensité qu'elle pouvait sentir à travers la piste de danse bondée. Quand la musique se termina enfin, Elisa s'éloigna d'Ethan avec un sourire éblouissant. « Merci. C'était revigorant. Pour moi aussi, » dit Ethan, clairement espérant que la soirée mènerait à quelque chose de plus. « Peut-être qu'on pourrait. Puis-je emprunter votre partenaire pour la prochaine danse ?» La voix grave et contrôlée coupa la phrase d'Ethan comme une lame. Elisa se tourna lentement, feignant la surprise en voyant Victor debout derrière elle, élégant et dangereux dans son smoking impeccable. « Monsieur Langston » dit-elle avec une fausse cordialité, « quelle surprise !» Mademoiselle Harper. Ses yeux étaient froids comme de l'acier trempé, mais il y avait quelque chose qui bouillonnait dans les profondeurs qui faisait frissonner sa peau. « Ethan, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas vraiment une question. C'était une déclaration polie mais ferme, du genre que des hommes comme Victor faisaient quand ils voulaient quelque chose et n'avaient aucune intention d'accepter un non comme réponse. Ethan hésita, clairement mal à l'aise avec l'interruption mais manquant du courage de défier l'un des hommes les plus puissants de la ville. « Bien sûr, » dit-il enfin. « Une danse. » Victor tendit la main à Elisa avec la grâce d'un prédateur offrant une trêve temporaire. Elle l'accepta, essayant d'ignorer le choc électrique qui parcourut son bras au moment où leur peau se toucha. Il l'attira au centre de la piste de danse sans cérémonie, une main se posant de manière possessive sur sa taille tandis que l'autre entrelaçait leurs doigts. Mais contrairement à la distance respectueuse qu'il avait maintenue avec sa partenaire précédente, Victor tira Elisa contre son corps sans aucune prétention de convenance. « Belle prestation » murmura-t-il à son oreille, sa voix trop basse pour que quiconque d'autre entende. « Très éclairante. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Elisa, essayant de sembler indifférente, mais sa voix sortit légèrement essoufflée. « Vraiment ?» Ses doigts se resserrèrent sur sa taille. « Parce que de mon point de vue, on dirait une femme essayant de provoquer de la jalousie, et si c'était le cas, défia-t-elle, relevant le menton pour rencontrer ses yeux, est-ce que ça a marché ?» Le sourire qu'il lui adressa était lent et dangereux. « Magnifiquement. » L'admission brute la fit trébucher légèrement, mais il la tint fermement, profitant de ce moment de déséquilibre pour la tirer encore plus près. Maintenant, elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers les couches de tissu, respirer son eau de Cologne masculine, voir les petites taches dorées dans ses yeux bleus. « 3 jours, murmura-t-elle, incapable de se contrôler. « Quoi ? 3 jours de silence. Je pensais que vous. Que vous pensiez quoi ?» Sa voix était dangereusement basse. « Que peut-être vous aviez changé d'avis à notre sujet. » Victor arrêta de danser si brusquement qu'elle faillit heurter sa poitrine. Ses yeux fouillèrent les siens, et ce qu'elle vit là, dedans lui coupa le souffle, la faim. Une faim pure et primitive qu'il luttait pour contrôler. « Changer d'avis » répéta-t-il, sa voix brute. « Elisa, j'ai passé 3 jours à essayer de me convaincre que cette nuit était une erreur. 3 jours à essayer de revenir à ma vie avant que vous ne surgissiez et ne désorganisiez tout. Et avez-vous réussi ?» Il se pencha plus près jusqu'à ce que ses lèvres effleurent presque son oreille. « Vous voir avec lui ce soir, le toucher comme vous m'avez touché, lui sourire comme si. Bon sang, Elisa, si c'est vous qui changez d'avis, alors j'ai reçu le message. » La douleur brute dans sa voix la frappa comme un coup à l'estomac. « Victor, ce n'est pas. » « Ce n'est pas quoi ?» Il recula juste assez pour plonger dans ses yeux. « Ce n'est pas vous qui choisissez un homme qui peut vous offrir de la stabilité au lieu de quelqu'un qui ne peut offrir que des complications ? Vous êtes ridicule. Vraiment ?» Ses doigts se resserrèrent sur les siens. « Parce que j'ai fait exactement la même chose. J'ai amené Amelia ce soir pour me prouver que vous n'aviez rien changé. » Ils avaient passé les 20 dernières minutes dans un jeu élaboré de jalousie et de provocation, tous deux essayant de prouver des points qu'aucun ne voulait vraiment prouver. « Nous sommes ridicules. » dit-elle enfin. Complètement, acquiesça-t-il. Et dangereux pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. La musique se terminait, mais aucun ne fit un geste pour se séparer. Au lieu de cela, ils restèrent au milieu de la piste de danse, pris dans un moment d'honnêteté brutale qui était plus intime que n'importe quel contact physique. « Victor, » murmura Elisa. « Je sais, » répondit-il, comme s'il pouvait lire ses pensées. « Je sais. » Mais savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Cela rendait seulement impossible de continuer à prétendre que ce qui grandissait entre eux était quelque chose qu'ils pouvaient contrôler ou ignorer.
Et alors que les dernières notes de la musique résonnaient dans la salle de bal, tous deux savaient qu'ils avaient atteint un point où prétendre n'était plus une option. Une semaine s'était écoulée depuis le dîner au Ritz, et Elisa se retrouva à nouveau au manoir de Salem, cette fois pour coordonner les préparatifs finaux d'un événement d'entreprise que Victor organisait pour des investisseurs internationaux. L'ironie ne lui échappait pas. Après tout ce qui s'était passé entre eux, ils étaient revenus à une relation strictement professionnelle, du moins en surface. En réalité, chaque interaction était chargée d'une tension électrique qui rendait l'air plus épais. Victor avait été scrupuleusement poli et distant depuis son arrivée ce matin-là, la traitant avec la même courtoisie froide qu'il montrait à tous les autres fournisseurs, mais elle surprenait des regards volés, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, et la manière dont il évitait tout contact physique accidentel ne faisait que confirmer qu'il était aussi affecté qu'elle. Maintenant, en fin d'après-midi, avec l'équipe de restauration terminant les préparatifs dans la cuisine et les fleuristes mettant la touche finale aux arrangements, Elisa se retrouva seule dans le bureau principal de Victor, vérifiant les derniers détails sur sa liste. Le bureau était une parfaite extension de l'homme. Élégant, imposant, et rigoureusement organisé, des étagères remplies de textes commerciaux et de biographies s'étendaient du sol au plafond. Un bureau massif en acajou dominait le centre de la pièce, et des fenêtres panoramiques offraient une vue imprenable sur les jardins méticuleusement entretenus. Elisa vérifiait les paramètres audio pour la présentation du soir lorsqu'un vent fort claqua à la porte du bureau, envoyant une pile de documents volés depuis la table d'appoint. Soupirant, elle s'agenouilla pour les ramasser, organisant automatiquement les pages éparpillées. C'est alors qu'elle vit le nom. Isabella Reinhardt. Elisa se figea, tenant une lettre qu'elle n'aurait clairement pas dû voir, mais le nom de la femme qui avait trahi Victor était là, en lettres dorées en haut d'un papier à en-tête élégant, et elle ne put résister à lire quelques lignes. « Cher Victor, j'espère que cette lettre te trouve en bonne santé. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter après tout ce qui s'est passé, mais certaines circonstances rendent cela nécessaire. Qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» La voix glaciale fit sursauter Elisa, laissant tomber le reste des papiers à nouveau. Elle se tourna pour trouver Victor debout dans l'embrasure de la porte, et l'expression sur son visage était absolument meurtrière. La porte a claqué, et les papiers se sont envolés. Je ne faisais que mentir. Il entra dans le bureau comme un prédateur qui avait trouvé un intrus sur son territoire. Vous lisiez ma correspondance privée. Pas intentionnellement. Elisa se leva rapidement, ses mains tremblant légèrement. Son nom était là, et vous avez pensé que vous aviez le droit de fouiller dans ma vie personnelle. Sa voix était basse, contrôlée, mais chargée d'une fureur glaciale qui la fit reculer. Victor, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Il s'approcha d'elle, ses yeux bleus brûlants de trahison. Comment vous avez violé ma vie privée? Comment vous avez prouvé que j'avais raison de ne pas vous faire confiance? L'accusation la frappa comme une gifle physique. Ce n'est pas juste. C'était un accident. C'était une intrusion. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, et elle pouvait voir la vieille douleur mêlée à une colère nouvelle dans ses yeux. Exactement comme elle le faisait, toujours en trouvant des excuses pour fouiller dans des choses qui ne la regardaient pas. Je ne suis pas elle. Explosa Elisa, sa propre frustration débordant enfin. Ne me comparez pas à une femme qui vous a délibérément trahi. Vraiment? Il rit, mais le son n'avait absolument aucun humour. Parce que de mon point de vue, vous venez de faire exactement ce qu'elle faisait, envahir ma vie privée et maintenant vous essayez de le justifier. Vous voulez savoir ce que j'ai lu? Défia Elisa, fatiguée d'être traitée comme une criminelle. 2 lignes où elle disait qu'elle devait vous parler de certaines circonstances. C'est tout. Et si cela suffit pour que vous me mettiez dans la même catégorie qu'elle, alors peut-être que le problème, c'est vous. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victor la fixa comme si elle venait de le gifler, ses yeux se plissant dangereusement. « Je suis le problème », répéta-t-il, sa voix mortellement basse. Oui. Elisa ne reculait pas maintenant. Vous êtes tellement obsédé par ce qu'elle a fait que vous voyez de la trahison dans chaque ombre, du soupçon dans chaque geste innocent. Ce n'est pas de la protection, Victor. C'est de la paranoïa. De la paranoïa? Il fit un autre pas, envahissant complètement son espace personnel. La paranoïa, c'est quand vos peurs sont injustifiées. Les miennes sont basées sur une expérience réelle. Et combien de temps allez-vous utiliser ça comme excuse? Rétorqua-t-elle. Combien de temps allez-vous vous cacher derrière cette trahison pour éviter toute connexion réelle avec une autre personne? Je ne me cache pas. Si, vous le faites. Elisa enfonça son doigt contre sa poitrine, trop furieuse pour se soucier des conséquences. Vous êtes tellement terrifié à l'idée d'être blessé à nouveau que vous préféreriez rester seul dans votre manoir froid plutôt que de risquer de faire confiance à quelqu'un. Et peut-être que j'ai raison, rugit-il, perdant enfin le contrôle. Peut-être que la solitude est meilleure que d'être poignardé dans le dos par quelqu'un que vous avez laissé entrer, ou peut-être, cria Elisa en retour, que vous avez tellement peur de vivre que vous préféreriez exister comme un fantôme de la personne que vous étiez autrefois.
Les mots résonnèrent dans le bureau comme des coups de feu. Tous deux respiraient fort, les visages rouges d'adrénaline et de colère, les corps tendus comme des cordes de violon prêtes à se rompre. « Sortez », dit enfin Victor, sa voix dangereusement basse. « Sortez de ma maison maintenant. »« Avec plaisir », répondit Elisa, sa propre voix tremblant d'émotion. « Mais avant que je parte, laissez-moi vous dire quelque chose. Isabella a être brisé votre confiance, mais vous la laissez gagner. Vous lui permettez de voler non seulement votre passé, mais aussi votre avenir. » Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Et que suggérez-vous que je fasse? Oublier tout et faire confiance aveuglément à la première personne qui se présente ?» Elisa se retourna, et cette fois, il y avait des larmes dans ses yeux, des larmes de frustration, de douleur, de perte pour quelque chose qu'elle n'était même pas sûre d'exister. « Non, dit-elle doucement. Mais peut-être pourriez-vous envisager que toutes les femmes ne sont pas elles. Que peut-être, juste peut-être, certaines d'entre nous méritent la chance que vous mourrez de peur de donner. » Sur ce, elle quitta le bureau, laissant Victor seul avec ses démons et la lettre d'Isabella encore éparpillée sur le sol, comme la preuve d'une blessure qui refusait de guérir. Elle atteignit sa voiture avant que les larmes ne commencent vraiment à couler. Ce n'étaient pas des larmes parce qu'il avait crié sur elle ou même parce qu'elle avait été accusée injustement. C'étaient des larmes pour avoir vu un homme si clairement détruit par son passé qu'il ne pouvait envisager un avenir différent. Et des larmes parce qu'elle comprenait enfin que peu importait ce qu'elle ressentait pour lui. Peu importait la connexion qu'ils avaient partagée ou la chimie qui existait entre eux. Tant que Victor permettrait à Isabella de définir toutes ses relations futures, il ne serait jamais vraiment libre d'aimer une autre personne, y compris elle. Alors qu'elle roulait vers Cambridge sous un ciel qui s'assombrissait, Elisa prit une décision. Elle terminerait les préparatifs de l'événement à distance, et ensuite couperait tous les liens professionnels avec Victor Langston. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, car elle admettait enfin à elle-même que c'était exactement ce qui se passait, mais parce qu'aimer signifiait reconnaître qu'il n'était pas prêt à être aimé en retour, et elle refusait d'être une autre femme qu'il laisserait Isabella détruire, même à distance. Dans le manoir silencieux, Victor resta dans son bureau pendant des heures, fixant la lettre qui avait tout déclenché. Isabella revenait à Boston. Elle voulait le rencontrer, disait qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Et pour la première fois en 5 ans, il s'en fichait complètement de ce qu'elle avait à dire, car les mots d'Elisa résonnaient dans son esprit comme une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Il laissait Isabella gagner. Il lui permettait de définir non seulement comment il voyait le passé, mais comment il affrontait l'avenir, et dans ce processus, il venait de chasser la seule personne qui avait réussi à lui faire ressentir quelque chose de réel depuis qu'Isabella avait détruit sa capacité à faire confiance. L'ironie était amère. En essayant de se protéger d'être blessé à nouveau, il s'était blessé plus profondément qu'Isabella n'aurait jamais pu le faire, cette fois de sa propre main. 3 jours, 72 heures depuis qu'Elisa avait quitté le manoir de Salem avec des larmes dans les yeux et des mots cinglants résonnant dans l'air entre eux. Pour Victor, chaque minute s'était étirée comme une éternité, marquée par le son fantôme de ses pas s'éloignant et l'écho persistant de sa voix, disant des vérités qu'il n'était pas préparé à entendre. Il était à nouveau dans son bureau, là où tout s'était effondré, fixant la lettre d'Isabella qui restait sur le bureau comme une preuve de sa propre stupidité. Il n'avait pas ouvert l'enveloppe, n'avait pas répondu à ses 3 appels suivants, car tous les mots qu'Isabella pouvait dire pâlissaient face au vide qu'Elisa avait laissé derrière elle. La sonnette retentit, coupant à travers le silence qui était devenu son seul compagnon. Victor ne bougea pas. Il savait que ce n'était pas elle. Elisa avait été trop claire dans sa sortie pour revenir maintenant, mais une partie pathétique de lui espérait encore. « Monsieur Langston ». La voix de Béatrice, sa gouvernante, arriva par l'interphone. « Mademoiselle Harper est ici. Elle dit qu'elle a quelque chose à vous livrer. » Le cœur de Victor s'arrêta un instant avant de battre violemment. Faillites la entrèrent. Mais quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas Elisa qui entra. C'était Clara, son assistante, portant une boîte de dossiers et arborant une expression professionnelle soigneusement neutre. « Bon après-midi, monsieur Langston », dit Clara, sa voix polie mais froide. « Je suis venu livrer tous les documents relatifs à vos événements et finaliser les aspects contractuels de notre relation professionnelle. » Victor sentit quelque chose s'effondrer dans son estomac. Où est Elisa ? Mademoiselle Harper est à Portland, répondit Clara, posant la boîte sur le bureau. Elle a décidé d'accepter un poste permanent là. Bah, elle a pensé qu'il valait mieux que je m'occupe des détails finaux ici. Portland. Le mot frappa Victor comme un coup physique. Un poste permanent ? Un hôtel-boutique dans le Vieux-Port. Ils lui ont offert le poste de directrice des événements d'entreprise. Clara fit une pause. Et quelque chose dans son expression s'adoucit légèrement. Elle a dit que c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas refuser. Mais Victor entendit ce qui n'était pas dit. Elisa n'avait pas seulement fui un travail. Elle avait fui le Massachusetts entièrement. Fouille d'Eloï. Quand part-elle ? Demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Elle est déjà partie, monsieur Langston. Hier soir.
Le monde sembla basculer légèrement sur son axe. Elle était déjà partie, avait déjà fait son choix et passé à autre chose, tandis qu'il avait passé 3 jours à agoniser sur des mots qu'il ne pouvait pas retirer et des moments qu'il ne pouvait pas défaire. Il y a autre chose dans la boîte, continua Clara, sortant une enveloppe scellée. Elle m'a demandé de vous la remettre en personne. Victor prit l'enveloppe avec des doigts qui tremblaient presque imperceptiblement. Son nom était écrit de l'écriture élégante d'Elisa, et le papier portait le parfum subtil de son parfum, ce même parfum qui semblait maintenant hanter chaque coin de son manoir. Merci, parvint-il à dire. Clara hocha la tête et se dirigea vers la porte mais s'arrêta sur le seuil. Monsieur Langston, pour ce que ça vaut, elle tenait vraiment à vous. Quoi qu'il se soit passé entre vous, elle ne faisait pas semblant. Sur ce, elle partit, laissant Victor seul avec l'enveloppe qu'il tenait comme si c'était une bombe prête à exploser. Il attendit d'entendre la voiture de Clara s'éloigner avant d'ouvrir la lettre avec des doigts tremblants. Victor, je n'écris pas pour m'excuser car je n'ai rien fait de mal. Je n'écris pas pour essayer de changer votre opinion sur ce qui s'est passé, car je sais que vous avez déjà décidé qui je suis en fonction des péchés d'une autre personne. J'écris parce que vous méritez de connaître la vérité, même si vous ne voulez pas l'entendre. Quand j'ai lu ces 2 lignes de la lettre d'Isabella, ce n'était pas par curiosité malveillante ou par désir d'envahir votre vie privée. C'était parce que j'ai vu le nom de la femme qui vous a fait du mal, et pendant un instant stupide, j'ai voulu vous protéger d'elle. Je voulais être un bouclier entre vous et toute douleur supplémentaire qu'elle pourrait causer. Mais j'ai réalisé que vous ne voulez pas de protection. Vous voulez une validation de vos soupçons. Vous voulez des raisons de ne pas faire confiance, de ne pas vous ouvrir, de ne pas risquer d'être blessé à nouveau. Et je refuse d'être la méchante dans l'histoire que vous vous racontez. Au cours de ces dernières semaines, je suis tombée amoureuse de morceaux de vous que vous ne savez probablement même pas exister. De la manière dont vous souriez quand vous pensez que personne ne regarde. De la gentillesse que vous cachez derrière des ordres sévères. De la solitude que vous portez comme une armure, même si elle vous détruit de l'intérieur. Mais je ne peux pas aimer quelqu'un qui est déterminé à se détruire lui-même. Je ne peux pas combattre des fantômes que vous refusez d'exorciser. Prenez conseil de quelqu'un qui vous aime plus qu'elle ne le devrait. Isabella ne mérite pas le pouvoir que vous continuez à lui donner. Elle ne mérite pas de définir chaque relation que vous aurez pour le reste de votre vie. Et vous ne méritez pas la prison que vous avez construite autour de votre propre cœur. Être qu'un jour vous trouverez le courage de laisser le passé là où il appartient. Quand cela arrivera, j'espère que vous trouverez quelqu'un d'assez fort pour attendre que vous guérissiez. Cette personne n'est pas moi. Prenez soin de vous, Victor, et pour la première fois de votre vie, soyez doux avec vous-même. Elisa. Victor lut la lettre 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment. Quand il comprit enfin, vraiment comprit ce qu'elle disait, il eut l'impression de se réveiller d'un cauchemar qui avait duré 5 ans. Elle avait raison sur tout. Il avait donné à Isabella un pouvoir sur sa vie longtemps après qu'elle soit partie. Il lui avait permis de définir non seulement comment il voyait le passé, mais comment il affrontait l'avenir, et dans ce processus, il avait détruit la seule chose réelle et authentique qui était entrée dans sa vie depuis. Victor se leva brusquement, renversant sa chaise dans le processus. Il devait aller à Portland, trouver Elisa et dire « Quoi ? Qu'elle avait raison ? Qu'il était un lâche qui avait laissé une femme morte à sa vie actuelle définir tous ses choix ? Qu'il était amoureux d'elle et avait été trop lâche pour l'admettre ? Il attrapait déjà ses clés de voiture quand la réalité le frappa. Elisa ne voulait pas de ses excuses, ne voulait pas de ses explications ou de ses promesses de changement. Elle l'avait clairement dit dans la lettre. Elle voulait qu'il guérisse, qu'il trouve un moyen de faire la paix avec son passé avant d'essayer de construire un avenir avec qui que ce soit. Et elle avait raison là. Dessus aussi. Victor laissa tomber les clés sur le bureau et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins qu'Elisa avait loués cette première nuit. Tout semblait différent maintenant, plus froid, plus vide, comme si la couleur avait été drainée du monde quand elle l'avait quitté. Pour la première fois en 5 ans, Victor se força à vraiment penser à Isabella, pas à la douleur qu'elle avait causée ou à la trahison qu'elle avait perpétrée, mais à la vraie femme qu'elle avait été. Manipulatrice, oui, cruelle, certainement. Mais aussi petite, insécure, quelqu'un qui avait fait du mal aux autres parce qu'elle-même était blessée. Et il avait donné à cette femme petite et brisée un pouvoir sur chaque jour des 5 dernières années de sa vie. Mais plus maintenant. Victor ramassa la lettre d'Isabella sur le bureau, et, sans l'ouvrir, la jeta dans la cheminée. Il regarda les flammes consumer le papier, transformant ses mots en cendres et en fumée, pas parce qu'il n'était pas curieux de ce qu'elle voulait dire, mais parce qu'il comprenait enfin que cela n'avait pas d'importance. Isabella faisait partie de son passé, et il lui avait permis de voler trop de son présent. Il n'allait pas la laisser voler son avenir aussi. Même si cet avenir n'incluait pas Elisa, et il commençait à accepter que cela pourrait ne pas être le cas, il n'allait pas vivre le reste de sa vie comme un fantôme de lui-même. Cette nuit-là, pour la première fois en 5 ans, Victor Langston dormit sans rêver de trahison et se réveilla déterminé à découvrir qui il pouvait être quand il cesserait d'être défini par celle qu'il avait autrefois blessée,
Même si découvrir cela signifiait apprendre à vivre avec le fait qu'il avait perdu la seule femme qui aurait être valu la peine de risquer son cœur à nouveau. Le prix de la guérison, découvrait-il, était parfois de perdre la personne qui avait rendu la guérison nécessaire en premier lieu. 2 mois, 63 jours, pour être exact. Pas que Victor comptait, sauf qu'il le faisait, car chaque matin à son réveil, c'était la première chose que son esprit calculait automatiquement. 2 mois depuis qu'Elisa avait quitté sa vie, ne laissant qu'une lettre brutale et honnête et un vide qui semblait croître plutôt que diminuer avec le temps. Maintenant, il se tenait au bar du Fairmont à Boston, buvant un whisky qu'il ne goûtait pas vraiment, entouré du bourdonnement d'un autre événement d'affaires qui était devenu une routine vide dans sa vie. La réunion était pour présenter une nouvelle joint-venture avec des investisseurs européens, le genre d'accord qui l'enthousiasmait autrefois, qui faisait courir son sang avec l'adrénaline de la conquête. Aujourd'hui, il pouvait à peine se concentrer sur la conversation autour de lui. Langston, entends-tu un mot de ce que dit Baxter? La voix amusée de Henry Vaughan, son avocat et l'un des rares hommes qui osaient le taquiner publiquement, coupa à travers sa distraction. Bien sûr, mentit Victor avec aisance, forçant son attention à revenir sur l'homme français robuste qui expliquait les détails d'une usine de semi-conducteurs à Paris, mais son esprit était ailleurs, dans un petit hôtel-boutique à Portland. Plus précisément, il avait résisté à la tentation de chercher des informations sur Elisa pendant presque 2 semaines avant de céder et d'embaucher un enquêteur discret, pas pour l'espionner. Il avait appris sa leçon sur la violation de la vie privée des gens, mais juste pour savoir si elle allait bien. Elle allait plus que bien. Elle prospérait. L'hôtel avait augmenté ses revenus d'événements de 40% en 2 mois qu'elle y était. Elle avait mis en œuvre une série d'innovations qui étaient copiées par des établissements concurrents, et elle avait été mentionnée dans 3 articles de magazines professionnels comme l'une des jeunes professionnelles à surveiller dans l'industrie hôtelière. C'était exactement ce qu'elle méritait, et exactement ce qui rendait son absence de sa vie encore plus insupportable. Si vous voulez bien m'excuser, murmura Victor, s'éloignant du groupe d'hommes d'affaires. Il avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi qui n'était pas une minute de plus à prétendre qu'il se souciait des marges de profit et des projections trimestrielles. Il avait atteint le hall quand il la vit. Elisa se tenait près du comptoir de la réception, portant un costume gris foncé qui mettait en valeur sa silhouette élégante et discutant animément avec un homme grand aux cheveux bruns que Victor ne reconnaissait pas. Elle souriait, pas le sourire poli et professionnel qu'elle utilisait lors des événements professionnels, mais un sourire authentique et chaleureux qui illuminait tout son visage. L'impact de la voir fut physique. Victor sentit comme s'il avait reçu un coup à l'estomac, tout l'air quittant ses poumons d'un coup. 2 mois à se convaincre qu'il passait à autre chose, 2 mois à essayer d'accepter qu'elle avait fait le bon choix en partant, et tout s'effondra au moment où il la revit. Elle était plus belle que dans son souvenir. Il y avait une légèreté dans ses mouvements, une confiance détendue qui n'existait pas quand elle travaillait pour lui. C'était comme si un poids avait été levé de ses épaules, probablement son poids. Victor aurait dû partir, retourner à l'événement, terminer ses affaires et rentrer chez lui sans troubler la paix qu'elle avait clairement trouvée. Au lieu de cela, il se retrouva à marcher vers elle, comme attiré magnétiquement. Elle le vit quand il était à 3 mètres. Le sourire disparut de son visage, remplacé par une expression de choc qui se transforma rapidement en quelque chose de plus prudent. « Victor » dit-elle, sa voix soigneusement contrôlée. « Quelle surprise !»« Elisa !» Il s'arrêta à une distance respectueuse, douloureusement conscient de l'homme à côté d'elle, qui les observait avec une curiosité évidente. « Tu as l'air en forme. » Ce n'était pas une question. C'était une observation chargée de soulagement et de quelque chose de dangereusement proche du désir. « Je le suis », confirma-t-elle. « Et toi ?» C'était une question simple avec une réponse compliquée. Il était fonctionnel. Il était productif. Il vivait sa vie d'une manière qui, techniquement, le qualifiait de bien portant, mais était-il vraiment bien? C'était une question complètement différente. « Je survis », dit-il honnêtement. Quelque chose passa dans ses yeux, être de la compassion, ou une reconnaissance. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme à ses côtés s'éclaircit délicatement la gorge. « Oh » dit Elisa, semblant se souvenir de sa présence. « Victor, voici Nathan Caldwell. » Nathan, Victor Langston. Caldwell. Le nom résonna dans l'esprit de Victor pendant un instant avant qu'il ne se souvienne. Ethan Caldwell, le jeune héritier qui avait accompagné Elisa au Ritz. Ce devait être un parent, être un frère, à en juger par la similitude de la structure faciale. « Enchanté de vous rencontrer » dit Nathan, tendant la main avec un sourire sincère. « Elisa m'a beaucoup parlé de vous. Beaucoup parlé de lui. » Victor se demanda quelle version de l'histoire Nathan avait entendue, probablement une version édulcorée qui le dépeignait comme l'homme d'affaires difficile qui avait rendu la vie d'Elisa dans le Massachusetts impossible. « J'espère que la plupart étaient positifs » dit Victor, serrant la main de l'homme. « En fait, » dit Nathan, jetant un regard à Elisa que Victor ne pouvait pas interpréter, c'était assez éclairant. « Nathan, dit rapidement Elisa,
une mise en garde claire dans sa voix. Quoi? Tu as dit toi-même qu'il était Nathan. Cette fois, son ton ne laissait aucun doute. Il devait arrêter de parler immédiatement. Mais le mal était fait. Victor pouvait voir la rougeur monter au cou d'Elisa, la manière dont elle évitait son regard. Elle avait parlé de lui avec cet homme, et à en juger par le sourire de Nathan, ce n'était pas seulement des plaintes professionnelles. Eh bien, dit Nathan, clairement inconscient de la tension qu'il avait créée, je pense que je vais vous laisser rattraper le temps perdu. Elisa, à demain pour le déjeuner. Elle hocha la tête, toujours incapable de regarder directement Victor. Bien sûr, merci pour le dîner ce soir. Nathan embrassa sa joue d'une manière visiblement familière, fit un signe de la main à Victor et s'éloigna, les laissant seuls dans le hall bondé. Le silence s'étira entre eux, chargé de 2 mois de mots non dits et d'émotions soigneusement réprimées. Tu as l'air heureuse, dit enfin Victor. Je le suis, répondit-elle, et il pouvait entendre la vérité dans sa voix. Le travail à Portlandais, c'est tout ce que j'espérais qu'il serait. Et Caldwell? La question échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter, chargé d'une jalousie qu'il n'avait aucun droit de ressentir. Les yeux d'Elisa rencontrèrent enfin les siens, et il y avait un mélange d'exaspération et de quelque chose qui semblait dangereusement proche de la tendresse dans son expression. Nathan est un ami, dit-elle doucement, un bon ami qui a été très patient avec moi pendant que je m'adaptais. Il veut être plus qu'un ami. Encore une fois, les mots échappèrent avant qu'il ne puisse les censurer. Mais c'était évident, n'importe quel homme dans un rayon de 15 000 d'Elisa Harper voudrait être plus que son ami. Peut être, admit-elle. Mais je ne suis pas prête pour ça. Pourquoi pas? La question flotta entre eux comme une confession dangereuse, car ils connaissaient tous deux la réponse. Elle pouvait le voir dans ses yeux, tout comme il pouvait le voir dans les siens. Victor, dit-elle doucement, que fais-tu ici? Des affaires, dit-il automatiquement. Une réunion avec des investisseurs européens. Non, que fais-tu ici? Elle fit un geste vers l'espace entre eux. Avec moi, en ce moment? C'était une question juste qui méritait une réponse honnête. Le problème était qu'il n'était pas sûr de pouvoir donner une réponse honnête sans s'effondrer complètement. J'ai lu ta lettre, dit-il enfin. Je me doutais que tu le ferais. Tu avais raison. Surtout, quelque chose changea dans son expression, peut être de la surprise ou de la prudence. Vraiment? Isabella ne méritait pas le pouvoir que je lui ai donné, et je ne méritais pas la prison que j'ai construite autour de mon propre cœur. Il citait ses propres mots en retour, et ils le savaient tous les deux. Et qu'as-tu fait de cette révélation? J'ai brûlé sa lettre sans la lire, dit-il. J'ai commencé une thérapie. J'ai cessé d'utiliser son fantôme comme excuse pour ne pas vivre ma vie. Les yeux d'Elisa s'élargirent légèrement. Tu as commencé une thérapie? 2 fois par semaine. Dr Margaret Liu, spécialiste des traumatismes relationnels. Il réussit à esquisser un petit sourire ironique. Elle dit que j'ai des problèmes de confiance significatifs et une tendance à l'auto-sabotage. Apparemment, ce n'est une nouvelle pour personne sauf moi. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu dans le hall, Elisa sourit, un sourire sincère qui fit se contracter douloureusement quelque chose dans sa poitrine. Comment te sens-tu? Demanda-t-elle, et il pouvait entendre la véritable préoccupation dans sa voix. Comme si j'avais vécu les 5 dernières années de ma vie sous l'eau et que j'avais enfin réussi à remonter à la surface pour respirer, dit-il honnêtement. C'est effrayant, mais c'est mieux. Ils restèrent silencieux un moment, absorbant le poids de la conversation. Tu me manques, dit soudain Victor, les mots sortant dans une confession désespérée. Chaque jour, chaque nuit, tout me manque chez toi. Ta voix, ton parfum, la manière dont tu lèves un sourcil quand tu penses que je suis ridicule. Victor. Je sais que je n'ai aucun droit, continua-t-il rapidement. Je sais que tu as avancé, que tu as construit quelque chose de mieux sans moi, mais j'avais besoin que tu saches que tu as changé ma vie, et que je suis désolé, plus que tu ne peux l'imaginer, d'avoir gâché le temps que nous avions ensemble. Des larmes scintillaient dans ses yeux, maintenant, mais elle ne parla pas. Je ne suis pas venu ici pour essayer de te convaincre de revenir, dit-il, forçant les mots à sortir, même si chaque fibre de son être criait le contraire. Je suis venu ici parce que tu mérites de savoir que tes mots ont compté, qu'ils m'ont sauvé, même si c'était trop tard pour nous sauver. Une larme coula sur sa joue, et Victor dut serrer les poings pour résister à l'envie de l'essuyer. Ce n'était pas trop tard, murmura Elisa. C'était juste trop tôt. Et dans ces 4 mots, Victor vit quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer, pas exactement du pardon, mais une possibilité, la suggestion la plus ténue que peut être, juste peut être, ce qui avait été brisé pouvait être réparé. S'il était assez patient, s'il était assez fort, s'il pouvait prouver que l'homme qu'il devenait était digne de la femme qu'elle était devenue. Elisa, dit-il doucement, quand tu seras prête, si jamais tu l'es, je serai là à attendre. Et sur ce, il s'éloigna, la laissant debout dans le hall du Fermont avec des larmes dans les yeux et la première véritable étincelle d'espoir qu'il avait ressentie en 2 mois brûlant dans sa poitrine, parce que pour la première fois,
Il ne courait pas après quelque chose qu'il avait perdu. Il travaillait pour devenir quelqu'un digne de quelque chose qu'il pourrait encore gagner. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre au Fairmont, et Victor n'avait pas essayé de contacter Elisa une seule fois. Pas d'appel, pas de message, pas d'apparition à Portland. C'était comme s'il avait simplement disparu à nouveau, ne laissant que l'écho de ses mots, « Je serai là à attendre », résonnant dans son esprit. Elisa essayait de se convaincre qu'elle était soulagée. Elle avait construit une belle vie à Portland, une vie qui ne dépendait pas d'hommes compliqués avec des bagages émotionnels et des tendances à l'auto-sabotage, mais la vérité était qu'elle vérifiait compulsivement les nouvelles économiques, cherchant des mentions de son nom, et ses rêves étaient remplis d'yeux bleus et de confessions murmurées dans des halls d'hôtel. Elle était dans son bureau à l'hôtel, examinant des propositions pour un mariage de destination, quand son assistante, Nora, frappa à la porte avec une expression confuse. « Elisa, il y a une journaliste de Forbes ici. Elle veut vous parler de Victor Langston. Listen d'Elisa Siglas. » Une journaliste? À propos de quoi? Elle n'a pas dit précisément, mais elle a mentionné quelque chose à propos de votre rôle déterminant dans une décision commerciale de sa part. Nurohishita. Veux-tu que je dise que tu n'es pas disponible? Non, dit rapidement Elisa, son cœur battant irrégulièrement. Faislentrer. La journaliste était une femme élégante dans la quarantaine avec des cheveux argentés tirés en un chignon sévère et des yeux perçants qui ne manquaient aucun détail. Elle se présenta comme Laura Kim. Pas de lien avec la thérapeute de Victor, précisa-t-elle avec un sourire sec. Mademoiselle Harper, merci de me recevoir à court préavis, dit Laura, s'installant dans le fauteuil offert. Je travaille sur un article concernant la décision surprenante de Victor Langston de se retirer du projet Paris-Séoul. Je comprends que vous aviez une relation de travail étroite. Elisa sentit le monde basculer légèrement. Le projet Paris-Séoul? La co-entreprise sur les semi-conducteurs, expliqua Laura, étudiant la réaction d'Elisa. Langston Enterprise négociait depuis 6 mois. Cela aurait été l'accord le plus important de l'entreprise cette année, estimé à 2,3 milliards de dollars, et puis hier, il a juste abandonné. Abandonné? Répéta Elisa, son esprit luttant pour traiter l'information. Complètement retiré, il a dit aux investisseurs français que ses priorités avaient changé et qu'il ne pouvait pas s'engager dans un projet qui nécessiterait de déménager à Paris pendant 10 à 8 mois. Laura Sepenchen. La communauté financière est déconcertée. Victor Langston n'abandonne pas les accords, surtout pas des accords de cette envergure. Elisa sentit sa bouche s'assécher. Et vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça? Eh bien, dit Laura, consultant ses notes, plusieurs sources ont mentionné que vous aviez eu une divergence d'opinion professionnelle il y a quelques mois, et il y a des rumeurs qu'il a été vu au Fairmont, il y a quelques semaines, où vous séjourniez pour un événement. J'essaie de comprendre si votre influence a pu contribuer à cette décision. Le mot influence fut prononcé avec une implication qui fit se raidir Elisa. Je n'ai eu aucune influence sur les décisions commerciales de M. Langston. Nous n'avons pas eu de contact professionnel depuis des mois. Mais vous avez eu un contact personnel. C'était une question lourde, et Elisa réalisa qu'elle naviguait en eau dangereuse. Tout ce qu'elle dirait pourrait être mal interprété ou utilisé contre Victor. Notre relation était strictement professionnelle, dit-elle fermement. Laura l'étudia pendant un long moment, puis referma son carnet. Très bien. Si vous changez d'avis et souhaitez ajouter quelque chose, voici ma carte. Après le départ de la journaliste, Elisa resta dans son bureau, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Victor avait abandonné un accord de 2,3 milliards de dollars, un accord qui l'aurait obligé à déménager à Paris pendant 10 à 8 mois. 18 mois loin du Massachusetts, loin d'elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait le téléphone et composait un numéro qu'elle avait mémorisé mais jamais appelé. Langston Enterprise, bureau de M. Langston. Ich Elisa Harper. J'ai besoin de lui parler. C'est urgent. Il y eut une pause. Un instant, s'il vous plaît. La voix de Victor se fit entendre quelques secondes plus tard, basse et prudente. Elisa, tout va bien? Le projet Paris-Séoul, dit-elle sans préambule. Est-ce vrai que tu t'es retiré? Un autre silence, plus long cette fois. Comment as-tu entendu parler de ça? Une journaliste de Forbes est venue me voir. Elle pense que j'ai quelque chose à voir avec ta décision. Bon sang, murmura Victor. Elisa, je suis désolé. Je n'avais aucune idée qu'il viendrait après toi. Ce n'est pas à propos de ça, coupa-t-elle. C'est à propos de pourquoi tu l'as fait, Victor. Cet accord, tu y as travaillé pendant des mois. 6 mois, confirma-t-il. Et tu l'as juste abandonné? J'ai reconsidéré mes priorités. Tes priorités? La voix d'Elisa montait, trop émotionnelle pour son cadre professionnel. Victor, tu ne peux pas jeter ta vie professionnelle pour toi, dit-il, sa voix douce mais avec un courant sous-jacent de fermeté inébranlable. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Le silence à l'autre bout de la ligne fut assourdissant. Es-tu dans ton bureau? Demanda-t-il. Oui, mais je serai là dans 3 heures.
Victor, tu n'as pas besoin de 3 heures, Elisa. La lignée se coupa. Elisa passa les 3 heures suivantes dans un état de panique contrôlée. Elle essaya de travailler, de se concentrer sur les propositions et les horaires, mais ses pensées revenaient sans cesse à la même question, qu'avait fait Victor? Quand Nora annonça son arrivée, Elisa sentit son estomac se nouer. Elle l'avait vu seulement 3 semaines auparavant, mais d'une certaine manière, il semblait différent lorsqu'il entra dans son bureau, plus léger, peut-être était simplement sa perception, colorée par ce qu'elle savait maintenant de sa décision. « Tu es venu en voiture, dit-elle, énonçant l'évidence. En avion, en fait. J'ai laissé le jet à l'aéroport international de Portland. » Il s'assit dans le fauteuil en face de son bureau, et elle pouvait voir qu'il était tendu, prêt à se battre. « Tu veux savoir à propos de Paris? Je veux savoir pourquoi tu as détruit ta carrière. » « Je n'ai rien détruit, dit-il calmement. J'ai fait un choix. Un choix stupide. Un choix nécessaire. Il se pencha en avant, ses yeux rencontrant les siens. Elisa, ce projet m'aurait éloigné d'ici pendant 10 à 8 mois, 10 à 8 mois à vivre à Paris, à construire une usine, à plonger dans le genre de travail qui consume chaque minute éveillée, et c'est mauvais parce que je viens de trouver une raison de vouloir être ici. La déclaration simple la frappa comme un éclair. Victor, tu m'as dit que je n'étais pas prête à être aimée, que j'avais besoin de guérir avant de pouvoir être avec quelqu'un. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Alors j'ai commencé à guérir. J'ai commencé une thérapie, j'ai affronté mon passé, j'ai cessé de laisser Isabella définir mon avenir. Mais une partie de cette guérison a été de réaliser que je ne veux pas d'un avenir qui ne t'inclut pas. Tu ne peux pas baser des décisions commerciales de plusieurs milliards de dollars sur l'amour. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre donnant sur le port de Portland. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est de la folie. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je prends une décision basée sur ce que je veux, pas sur ce qui est logiquement sensé ou financièrement avantageux. Et que veux-tu? Demanda Elisa, bien qu'elle craignît la réponse. Il se tourna pour lui faire face, et l'intensité dans ses yeux la fit presque tomber de sa chaise. Je te veux. Je veux une chance de prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Je veux construire quelque chose de réel, de durable et d'honnête. Victor, sa voix n'était qu'un murmure. Je sais que tu as construit une vie ici. Je sais que tu es heureuse, que tu as Nathan et ton travail et ton indépendance. Je ne te demande pas d'abandonner quoi que ce soit de tout cela. Alors que demandes-tu? Il s'approcha de son bureau, s'arrêtant juste devant elle. Je demande une chance, une vraie chance pour nous. Pas basée sur la peur ou le passé ou toutes les raisons pour lesquelles ça ne devrait pas marcher, mais basée sur la possibilité que nous puissions construire quelque chose de mieux ensemble que tout ce que nous avons séparément. Elisa sentit des larmes piquer ses yeux. Tu as abandonné 3 milliards de dollars. J'ai abandonné 10 à 8 mois loin de toi, corrigea-t-il. L'argent? Il y aura toujours d'autres accords. Mais toi. Ses yeux s'adoucirent. Tu es irremplaçable. Et je t'ai déjà perdu une fois en étant un idiot hanté. Je ne te perdrai pas à nouveau en mettant l'argent au-dessus de ce qui compte vraiment. Et si je dis non? Demanda-t-elle, elle, sa voix se brisant légèrement. Et si je dis que c'est trop tard, que j'ai avancé? Alors je l'accepte, dit-il simplement, et je vis avec la certitude qu'au moins j'ai essayé. Qu'au moins une fois dans ma vie, j'ai choisi l'amour plutôt que la logique, l'espoir plutôt que la peur. Elisa regarda cet homme qui était entré dans sa vie comme une force de la nature et en était sorti de la même manière. Mais maintenant il était de retour, vulnérable et ouvert d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et il offrait non seulement son cœur, mais une preuve tangible qu'elle comptait plus pour lui que n'importe quelle somme d'argent. C'était terrifiant. C'était merveilleux. C'était tout ce qu'elle avait voulu et tout ce qu'elle craignait de vouloir. « Victor, dit-elle doucement, se levant pour lui faire face. « Oui? Demande-moi encore. » La confusion passa dans ses yeux. « Te demander quoi? »« Ce que tu veux. » La compréhension illumina ses traits, et il fit un pas de plus jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. « Je te veux, Elisa Harper, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Je veux ton cœur, ton esprit, ton avenir. Je veux me réveiller avec toi chaque matin, et m'endormir avec toi chaque nuit. Je veux me disputer avec toi et me réconcilier avec toi et construire quelque chose de beau et chaotique et réel. Et je te veux aussi, murmura-t-elle, les mots sortant comme une confession arrachée par la force. Le soulagement qui passa sur le visage de Victor était si palpable qu'elle faillit pleurer. Et puis il bougea, ses mains venant encadrer son visage, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé couler. « Nous avons beaucoup à régler, dit-elle, plaçant ses mains sur les siennes. Oui, acquiesce-te-you. Ça va être compliqué. Probablement. Et tu as vraiment abandonné 3 milliards de dollars. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait, dit-il. Et puis il se pencha, et elle se hissa sur la pointe des pieds, et enfin, ils cessèrent de lutter contre l'inévitable.
6 mois plus tard, Elisa se retrouva debout sur la terrasse du manoir de Salem, enveloppée dans un manteau en cachemire, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel d'octobre. La vue était à couper le souffle. Des jardins baignés dans la lumière dorée du coucher de soleil, la silhouette lointaine de l'océan Atlantique, et un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais imaginé trouver dans cet endroit qui lui avait autrefois semblé si froid et intimidant. Tant de choses avaient changé au cours des derniers mois. Elle était revenue dans le Massachusetts, pas immédiatement, pas à la hâte, mais après des semaines de conversations honnêtes et de planification minutieuse. Elle avait ouvert sa propre entreprise de conseil en événements, utilisant le manoir de Victor comme base d'opération pour une clientèle croissante qui incluait tout, des mariages intimes aux conférences d'entreprises internationales. Mais plus important que les changements professionnels étaient les changements personnels. Victor avait continué sa thérapie religieusement, et elle avait commencé la sienne, travaillant sur ses propres problèmes d'abandon et de peur de la dépendance émotionnelle. Ils avaient appris à se disputer de manière constructive, à communiquer sans attaque défensive, à se faire confiance de manière qu'ils pensaient tous deux impossible. Ça n'avait pas été facile. Il y avait des nuits où les vieux schémas refaisaient surface, où la peur de Victor d'être trahi entrait en collision avec le besoin d'indépendance d'Elisa. Il y avait des moments où tous deux se demandaient s'ils forçaient quelque chose qui ne devrait pas l'être. Mais il y avait aussi des matins où elle se réveillait dans ses bras, et se sentait complètement chez elle. Il y avait des après-midi où ils travaillaient côte à côte dans un silence confortable. Il y avait des nuits où ils parlaient jusqu'à l'aube de rêves et de peur et de tout, ce qui se trouvait entre les deux. « Tu penses trop fort encore. » La voix familière la fit sourire sans se retourner. Elle sentit Victor s'approcher par derrière, ses bras se refermant autour de sa taille alors qu'il se penchait pour embrasser le côté de son cou. « Je réfléchis juste, » dit-elle, s'appuyant contre la solidité de sa poitrine, « à comment nous sommes arrivés ici ? Avec beaucoup de thérapie et quelques disputes épiques, murmura-t-il contre sa peau, la faisant rire, et beaucoup d'orgueil blessé et de révélations douloureuses, et un sacrifice de 3 milliards de dollars que je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait. » Elle sentit ses épaules haussées. Ça valait chaque centime. Elisa se tourna dans ses bras pour lui faire face. Même après tous ces mois, l'impact de la voir si près la frappait encore. La manière dont les derniers rayons du soleil mettaient en valeur les lignes aristocratiques de son visage, comment ses yeux bleus s'adoucissaient quand il la regardait, comment la tension qu'il portait autrefois dans ses épaules s'était dissoute, en quelque chose qui ressemblait beaucoup à du contentement. Des regrets ? Demanda-t-elle, car même maintenant, une partie d'elle avait besoin de la confirmation. Juste un, dit-il, ses mains venant encadrer son visage. Son cœur, manque combattement. Lequel ? Qu'il t'ait fallu si longtemps pour saisir ma ceinture, dit-il avec un sourire lent qui fit se contracter quelque chose au fond de son ventre. Victor Langston, dit-elle, riant et frappant légèrement sa poitrine, tu es terrible. Je le suis, n'est-ce pas ? Il se pencha jusqu'à ce que son front touche le sien. Chanceux, aussi. Pourquoi ? Parce que, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente et malgré tous mes efforts pour tout gâcher, la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée a décidé de m'aimer en retour. Les mots la surprenaient encore quand il les disait ainsi, si simples, si directs, si complètement dépouillés des complications qui avaient autrefois rendu toute déclaration d'amour impossible entre eux. « Je t'aime », dit-elle en retour, car elle ne se lassait jamais de voir la manière dont ses yeux s'illuminaient quand elle le disait. « Montre-moi », murmura-t-il, sa voix devenant rauque. « Ici ? Sur la terrasse, sous les étoiles, où n'importe qui pourrait nous voir. » Il y avait de la taquinerie dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus profond, une célébration de jusqu'où ils étaient allés depuis les jours où chaque contact devait être caché, chaque sentiment nié. Elisa se pencha plus près, ses lèvres effleurant presque les siennes. « Et si je te disais que j'ai une meilleure idée ? » Quoi ? Au lieu de répondre, elle tendit la main et saisit sa ceinture, le même geste qui avait tout commencé des mois auparavant, mais cette fois avec une intention complètement différente. Cette fois, ce n'était pas un défi ou une confrontation. C'était une invitation. L'effet fut immédiat et dévastateur. Victor inspira brusquement, le même son grave et guttural qu'il avait émis cette première nuit, mais maintenant il y avait de la reconnaissance dedans, mémoire, promesse. « Femme, dit-il, faisant écho à ces mots d'il y a si longtemps, tu vas encore me mener tout droit au péché. J'y compte bien, murmura-t-elle en retour. Et puis il l'embrassait, et elle lui rendait son baiser, et tout le reste disparut. Il n'y avait pas de passé douloureux, pas de peur de l'avenir, rien d'autre que cet instant parfait et imparfait où deux cœurs blessés s'étaient enfin trouvés l'un l'autre. Le baiser était tout ce que leur premier baiser aurait dû être, pas désespéré, pas précipité, pas chargé de culpabilité. C'était une célébration et une promesse et une reddition complète. C'était le baiser de deux personnes qui s'étaient battues pour avoir le droit d'être ensemble et qui avaient enfin gagné. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, les visages rougis, les cœurs battant à l'unisson. « Maison », dit Victor, un seul mot chargé d'intention.
Maison, acquiesce Élise. Mais quand il se tourna pour la guider à l'intérieur, elle l'arrêta. Victor. Oui. Merci. Pourquoi? Pour t'être battu pour nous, pour ne pas avoir abandonné quand j'ai abandonné, pour devenir l'homme que tu savais pouvoir être. Il étudia son visage à la lumière croissante des étoiles, et quand il parla, sa voix était épaisse d'émotion. Merci de m'avoir appris la différence entre la solitude et la solitude choisie, entre la peur et la prudence, entre être seul et être en paix. Ils restèrent ainsi un moment de plus, absorbant le poids de ce qu'ils avaient surmonté et la promesse de ce qui était encore à venir. Puis, les mains entrelacées, ils se dirigèrent à l'intérieur du manoir qui n'était plus une prison dorée, mais un foyer qu'ils avaient construit ensemble, un cœur blessé à la fois. Et dans la bibliothèque, où tout avait failli s'effondrer des mois auparavant, où des secrets avaient été révélés et la confiance brisée, ils créèrent de nouveaux souvenirs. Des souvenirs de pardon et de seconde chance, d'un amour qui avait survécu au pire de deux et en était sorti plus fort. Car parfois, les plus belles histoires d'amour ne concernent pas des personnes parfaites qui se rencontrent au moment parfait. Parfois, elles concernent des personnes brisées qui choisissent de guérir ensemble, qui choisissent de se battre pour l'amour même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et parfois, juste parfois, un simple contact, une main sur une ceinture, un moment de courage au milieu de la peur, peut tout changer absolument. Dehors, les étoiles brillaient au-dessus du Massachusetts, témoins silencieux de deux âmes qui avaient enfin trouvé leur chemin l'une vers l'autre. En fin de compte, Elisa et Victor découvrirent que le véritable amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, il s'agit de trouver quelqu'un qui est prêt à être imparfait avec vous, deux âmes blessées qui ont choisi de guérir ensemble, qui ont transformé leurs cicatrices en cartes pour un avenir meilleur. Car parfois, un seul contact de courage peut réécrire des destins entiers. Et la plus grande révolution se produit quand nous décidons d'arrêter de fuir l'amour et de commencer à nous battre pour lui. Après tout, combien d'entre nous vivent comme des fantômes de ce que nous pourrions être, simplement parce que nous avons peur d'être vraiment vus?